how to drive meaningful change. Promoting gender equality in science is not just a moral. Promouvoir l'égalité des sexes dans le domaine scientifique n'est pas seulement un impératif moral, c'est essentiel aussi pour toutes les parties prenantes dans le développement durable euh, et soutenir aussi l'Afrique, l'Amérique latine, etc. Donc, ce rapport présente les obstacles que les femmes peuvent surmonter à l'aide des domaines du STIM. Et, euh, et là, là, nous célébrons justement le 10e anniversaire de la Journée internationale des femmes et des filles. Et c'est également le 30e anniversaire euh, de la plateforme de Beijing. Et donc, rappelez-vous de cette conférence. Donc, il y a plusieurs choses à discuter sur l'égalité des sexes. Et donc, j'ai hâte vraiment d'engager une discussion vraiment intéressante. Mais juste quelques éléments administratifs, c'est que la, le- la session d'aujourd'hui sera en direct avec l'interprétation en français et en espagnol. Donc, pour avoir accès à l'interprétation, cliquez sur le bouton Kudo dans la barre d'outils euh, et sélectionnez votre langage préféré. Situé dans la barre d'outils en haut de votre écran et choisissez la langue de votre choix. Now it's my pleasure to hand the floor to IDRC's Vice President. Non, c'est mon plaisir de laisser la parole à Diego. Merci, Nas, et merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc, bon matin ou bon après-midi, dépendamment de là où vous êtes. Moi, je vous parle depuis Ottawa, comme Nasser a mentionné. C'est le territoire algonquin-anishinaabe, et donc inaudible. Et donc, nous sommes sur un territoire où il y a eu des générations et des générations d'Autochtones qui sont ici, qui habitaient ici avant nous. Et donc, on veut profiter de cet espace également pour créer un espace de célébration, un partage de connaissances. Et ce sont des discussions très importantes, intéressantes, inaudibles. C'est une opportunité pour célébrer une recherche plus inclusive, plus innovante et des féminins occupent une place essentielle dans le secteur de la recherche. Aujourd'hui, c'est une journée, c'est une semaine qui nous va permettre de voir les rôles que vous jouez et que c'est essentiel pour montrer des services et des résultats à la communauté scientifique, technologique. Et votre participation doit être toujours renforcée. In 2020, IDRC launched a new strategy. En 2020, nous avons lancé le, le côté stratégie. On a compris qu'on ne peut pas faire des changements et on ne peut pas surmonter les défis majeurs les grands, dans les défis majeurs du 21e siècle sans la technologie. Et donc, on espère que vous allez faire partie de la, de la solution. Et nous pensons que justement, la diversité et l'inclusion, ça fait partie, dans une équipe, fait partie de la qualité de la recherche. Nous savons que lorsque font bouger les choses en matière d'égalité des sexes, lorsque nous intégrons davantage de femmes euh, ça crée de meilleures recherches, c'est plus durable, plus percutante également, plus de points de vue différents. Et ça permet d'avoir de meilleurs décideurs politiques qui sont prêts à fournir des services. Et donc, pour répondre aux défis de notre génération, nous devons
comprendre la diversité et l'inclusivité et le rôle particulier des femmes au sein de notre société. Et donc, l'objectif de base, c'est de supporter, soutenir les femmes, de savoir comment deviennent des leaders qui sont fortes et qui créent des systèmes et qui sont responsables de créer des espaces. Inaudibles. Et donc, on supporte plus d'une centaine de femmes scientifiques. Et il y en a beaucoup d'entre elles travaillent dans les groupes d'intégration et ils adressent justement plusieurs défis du gouvernement. Lorsqu'on regarde de le- du travail qu'on fait pour briser les barrières et pour la lutte pour l'égalité des genres, on a 5 experts fantastiques et on verra à quel point c'est quoi le CRDI, l'investissement du CRDI dans ce domaine. Non seulement pour comprendre les barrières auxquelles les femmes sont confrontées dans leur rôle, dans la science et la technologie, mais aussi comprendre les changements qui doivent se faire dans nos institutions. Nous savons que le changement se produit lorsque les leaders font leur propre transformation, mais ces transformations doivent se faire au niveau institutionnel. Mais ça dépend la capacité de chaque individu. Et c'est pour ça qu'on cherche le changement systémique et qu'on cherche à créer cet espace, créer un plus grand impact sur les individus. Et avec ça, avoir un espace plus inclusif. Donc, les recherches, en fait, peuvent impacter ces changements. Ça peut changer les comportements, ça peut changer les politiques, etc. Et je suis vraiment j'ai vraiment hâte d'entendre les panélistes parce qu'on a les meilleures recherches, les meilleures connaissances, les meilleures technologies, la meilleure science, mais on ne peut pas le faire sans le 50% de notre population. Donc, on a besoin de toutes les mains possibles et on a besoin de vous tous. Et on est heureux vraiment de vous supporter. Et, et nous savons que vous, les femmes et les filles, jouez un rôle très important dans la science et la technologie. Et donc, j'ai vraiment hâte de vous entendre. Donc, je repasse la parole à Nasser. Donc, merci beaucoup, Santiago. Et merci beaucoup d'adresser l'égalité et l'inclusion pour tous et l'importance des changements au niveau institutionnel. Donc maintenant, nous allons passer au panel, mais j'aimerais également reconnaître ma collègue Mathilda Dipiari, dont la caméra est allumée en ce moment. Elle a travaillé très fort pour ce programme et elle fait partie c'est un membre clé de l'équipe. Et donc, elle va donner un aperçu de ce rapport. Donc, Mathilda, bienvenue et je te passe la parole. Merci beaucoup, Nasser. Donc, salut à tous ceux qui sont ici. Et donc, je vais partager mon écran pour que tout le monde puisse voir ma présentation ici. Donc, c'est vraiment un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui, alors qu'on lance le rapport pour abaisser les barrières. Et c'est un effort collectif
pour atteindre l'égalité des genres. Et j'ai rejoint ces efforts, puis il y a eu des investissements qui ont été faits pour démanteler justement les obstacles systémiques et à la participation au leadership. Et que maintenant on appelle, ce sont les chercheurs, ce sont des chercheurs partout en Amérique latine et en Afrique aussi. Et c'est un groupe que j'ai eu le plaisir de joindre en juillet dernier, mais euh, qui sont très en avance par rapport pour établir des normes, de nouvelles normes. Et c'est important d'avoir une pensée critique. Certains d'entre eux font partie du panel aujourd'hui. Et donc, sentez-vous à l'aise de vous présenter. Et je veux prendre le temps de vous remercier à tous ceux qui sont ici. Et j'espère que les images à l'écran vont vous aider à comprendre un peu notre réseau. Donc, c'est vraiment, euh, on va parler de l'impact de nos projets. On va parler des trouvailles clés et rentrer plus en détail dans la recherche. Et les recherches sont disponibles en français, espagnol et en anglais également. Et vous pouvez l'accéder en tout temps. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, il y a quelques années, la sensibilisation, le genre et l'équité le STIM a augmenté, et, notamment avec nos collègues, grâce à nos collègues à l'UNESCO. Et le but, c'était de combler ces lacunes, justement, en termes d'obstacles, euh, surtout dans le sud. Et les recherches ont joué un rôle très critique pour l'avancement de ces efforts. Euh, Il a fourni des preuves nécessaires, de la collecte de données, la diffusion de données. Plusieurs recherches ont été faites et l'élaboration d'interventions et de politiques ciblées. Et donc, nous allons parler un peu de ça aujourd'hui. Et donc, ces équipes ont travaillé sur des solutions avec des enseignements interrégionaux, et ils ont travaillé avec des femmes plus marginalisées et des communautés rurales en Amérique du Sud, en Amérique. Et ils ont travaillé aussi dans des domaines généralement dominés par les hommes. Et donc, le problème, donc l'écart de sexe n'a pas bougé depuis des décennies. Et donc, le STEAM veut s'assurer que le secteur a le soutien nécessaire pour changer les choses. Et donc, nos recherches, en fait, montrent plusieurs domaines clés où les interventions sont nécessaires. On parle de la sensibilité aux gens, et le soutien des gens. En fait, le but est vraiment là le but de ça, c'est vraiment de créer des politiques sensibles aux gens qui favorisent l'équité et l'inclusion. Et on veut avoir des environnements plus sûrs, plus inclusifs pour les femmes. Et donc, on met à profit les données qu'on a collectées pour nous aider à comprendre et s'ajuster par rapport aux disparités. Et on a fait beaucoup d'analyses pour voir les différentes dynamiques de genre, entre les genres. On favorise également le leadership et le mentorat pour les femmes marginalisées. Et il y a des programmes qui offrent justement des compétences techniques et pour euh, favoriser que les femmes aient plus de développement, plus de compétences techniques, etc. Et on veut, en fait, c'est vraiment un système à plusieurs niveaux qui nous aide pour aider justement les femmes dans leur transition, dans leur éducation postsecondaire, etc., et l'insertion sur le marché du travail. Et même, il y a même des programmes de réintégration, et c'est des programmes aussi de soutien aux femmes. Donc, on a plusieurs études de cas
qui montre ses initiatives. Au Zimbabwe, on a, on a agi aussi en Colombie pour travailler sur les technologies plus vertes. En Afrique du Sud, saharienne, c'était pour renforcer les connexions euh, entre les femmes chercheurs et les mentors, etc. Et inaudible. En fait, on veut s'assurer que toutes ces inégalités sont adressées et euh, qu'on ait des modèles qui vont inspirer et soutenir les femmes. Mais tout ça, c'est important pour aider les femmes à être plus incluses et à accéder à des postes de leadership. Donc, nous avons créé aussi des interventions et on a fait aussi des recommandations pour les prochaines étapes. Donc, je vous invite à explorer les recommandations. Et c'est mon plaisir de dire que ce rapport fait juste commencer. Et donc, le CRDI va pouvoir publier un livre unissant de douzaines de projets euh, par rapport aux barrières. Et il y aura des études de cas, des informations pertinentes sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et qui peut permettre d'atteindre l'égalité des sexes. Et vous allez voir plusieurs exemples de notre travail pour justement rabaisser les barrières. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Mathilda. Avec les exemples prometteurs que tu nous as donnés, on espère voir des changements. Et ça m'a vraiment touché quand tu disais que le, l'écart entre les sexes n'a pas changé en une décennie. Donc, on pourra discuter de tout ça. Donc, juste un petit des mots de contexte, en fait. On sait que c'est quoi les évidences, les preuves qui montrent que les différences de genre, de sexe. Et ça vient surtout de l'Ouest, dans le monde occidental. On a plus de statistiques sur les barrières entre les sexes. Et là, on essaie de s'étendre justement en Amérique du Sud et en Afrique et de trouver les contextes euh, pour atteindre une égalité des sexes dans toutes les régions. Et donc, ce sont des stratégies communes et chacun des panélistes que je vais présenter ont participé aux études de cas présentées dans le rapport. Et donc, demandons à Anita. Donc, premièrement, je vais présenter le docteur Paola Vasquez. C'est professeur et c'est une ingénieure civile et elle est à l'Université Autonoma de Occidente en Colombie. Et son travail promouvoit le développement durable et l'égalité des sexes. euh, Elle travaille pour le changement, pour du leadership. On a également Flora Karimi. Donc, Dr. Flora Karimi, c'est le chef de la recherche et du renforcement des capacités connexes. Et elle fait partie du centre de recherche sur la population et la santé en Afrique. Et elle a plus de 20 ans d'expérience d'initiative sur le consortium en termes de formation, de recherche avancée et la qualité de l'éducation en Afrique de l'Est. Donc, bienvenue à toi. Et nous avons également Dominica Gingarande. Euh, Docteur Gingarande, c'est une sociologue et vice-chancelière. Elle est à l'Université des femmes en Afrique. Au Zimbabwe, elle travaille sur l'égalité des sexes, le changement climatique. euh, et partout, elle est au Zimbabwe, mais elle travaille pas mal, beaucoup dans toute l'Afrique. Et elle est dans le conseil consultatif international. Donc, bienvenue à toi, Dominica. Et nous voulons également présenter
Dr. Persic, qui est notre intervenante, qui va nous donner un peu le discours de la fin, le discours de clôture par la suite. Elle travaille à l'UNESCO. C'est une gynécologue en réalité. Mm, Et mais elle va quand même parler de l'écart entre les sexes dans la science et et le domaine institutionnel. On va parler aussi du développement durable. Et bienvenue à toi, Anna. J'aimerais encore souhaite la bienvenue à vous tous, à tous les panélistes, dans l'attente d'une discussion intéressante. Et donc, je vais commencer en demandant à tous les panélistes de faire une petite présentation de 5 minutes maximum du message clé de ceux qui voudraient présenter de leur étude de cas. Donc, on leur a demandé euh, si par exemple ils se trouvent coincés dans un ascenseur avec le ministre qui est responsable de leur du défi dans leur pays et de créer comme un petit pitch rapide pour leur expliquer c'est quoi leur étude de cas et quelques recommandations. Donc, Paola, on va commencer avec toi. Merci beaucoup. Je suis Paola Vasquez. Je suis avec le CRDI en Colombie et on a travaillé sur des problèmes par rapport au développement durable en Colombie. Et donc, on parle des femmes dans le STIM, inaudible. Donc, on utilise des systèmes et souvent les femmes continuent à être laissées mis de côté dans notre économie. Et le but, c'est de fournir une éducation pour renforcer le rôle des femmes. Donc, on a commencé en identifiant les barrières principales et par la suite, on a travaillé pour essayer de supprimer ces barrières pour avoir accès à l'éducation. Donc, je pourrais résumer ça dans des changements positifs, un changement d'attitude, de croyance et de pratique, que ce soit au niveau individuel et au niveau des organisations, pour faire progresser l'égalité des sexes. Donc, la première chose, c'est qu'il faut combiner inaudible et en fait, les femmes font face à beaucoup de manque de confiance en elles. Ça fait partie des obstacles et le STIM veut travailler sur l'élimination de ça pour et d'avoir un accès à des connaissances techniques et d'avoir par exemple, des sciences sociales pour avoir une compréhension plus complète et avoir une approche plus intégrée. Et en faisant tout ça, elles vont comprendre un peu plus les technologies, mais en même temps, nos apprentis femmes auront plus de confiance. Elles vont se voir comme capables de faire certaines choses. Deuxième chose, c'est l'apprentissage par l'expérience. On a des projets expérimentaux et donc nos apprentis femmes travaillent avec d'autres femmes qui travaillent, par exemple, des ingénieurs, qui travaillent dans le développement durable, etc., qui travaillent dans la technologie. Et, euh, et ça sert justement de témoignage pour montrer aux autres femmes comment d'autres femmes travaillent, par exemple, dans des industries où, par exemple, il y a de la pollution, etc., voir comment elles peuvent s'en sortir, comment elles peuvent euh, collaborer ensemble. Et lorsqu'on parle de parties prenantes externes,
on doit s'assurer on- que non seulement c'est leur responsabilité de créer un espace inclusif, mais c'est également la nôtre. Donc, on veut s'assurer que tout le monde est à bord. On veut avoir des consultantes, des inaudibles. Toujours inaudibles. Mais là, lorsqu'on parle des acteurs internes, on travaille avec différentes institutions internes, mais ce qui était clé essentielle pour nous, c'était vraiment au niveau de la hiérarchie. On a travaillé avec ces infrastructures, on a travaillé avec des coordinateurs, des directeurs, etc. Et on a essayé de reproduire euh, donc avant de laisser la clé, plutôt avant de laisser la parole, en fait, la durabilité, c'est le travail de tous. Merci, Paola. Tu as fait une belle présentation, très complète, pour rentrer en détail dans tout ça. Et maintenant, on va d'abord passer à travers tous les panélistes avant de passer aux questions. Donc, Flora, je te passe la parole. Merci et merci de cette opportunité. Donc, en fait, nous, notre étude, c'était par rapport à l'expérience des femmes dans une formation post-universitaire, surtout en Afrique de l'Est. Et donc, on s'est vraiment centré sur les femmes post-graduées parce que on s'est dit, c'est là que nos leaders viennent. C'est de là que les futurs dirigeants de demain viennent. Et donc, souvent, ils n'ont pas une bonne représentation de femmes dans ces universités. Donc, on a commencé avec l'Afrique de l'Est, inaudible. On était capable de les amener dans le projet, de commencer le projet, parce que les femmes sont souvent moins représentées dans ces zones, dans ces domaines. Par exemple, dans les baccalauréats, dans les masters, dans les maîtrises et aussi au niveau du doctorat. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes contributions euh, dans ces domaines. Et donc là, on s'est posé la question, c'est quoi la cause de ça? Et la cause de cette représentation, c'est dans trois domaines. C'est premièrement au niveau individuel, au niveau institution. Ça peut être ça peut être aussi le système. Et donc, tous ces domaines euh, influencent si les femmes peuvent avoir accès au, à, à une éducation post-universitaire. Donc, on s'est posé la question, c'est quoi l'élément essentiel pour faire que les femmes puissent avoir accès à tout ça? And it was so clear. Qu'est-ce qui empêchait les femmes de participer? Le mentorat, c'était critique pour améliorer l'entraînement des femmes en STEAM. Aussi, l'angle de suivre les leaders. Et donc, on s'est concentré là-dessus et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Alors, le mentorat est une façon de suivre alors les étudiants en deuxième cycle. C'était donc un soutien relationnel qui mettait en lien les seniors avec les
stagiaires. La qualité de la supervision alors était très important au niveau du deuxième cycle et on avait en fait très peu de mentors et peu d'institutions qui priorisaient le mentorat. Donc l'engagement au mentorat n'était pas le focus. On s'est demandé alors comment est-ce que on peut travailler plus étroitement avec les actionnaires pour qu'ils s'engagent davantage et développent une stratégie avec nous et améliorer les messages, la surveillance, pour que les femmes soient plus impliquées. Des ateliers qui ont concentré sur la co-création d'encadrage avec la participation et dans plusieurs endroits. Les actionnaires semblent dire oui, nous devons avoir une sensibilisation vers le mentorat. Et il nous faut des attributs, de bons attributs de mentor sur la sensibilisation et les connaissances dans les endroits de compétences alors. Alors, du côté du mentorat, du côté de la surveillance, il faut que ces gens soient sensibles aux enjeux de sexe et comprennent les enjeux des femmes dans ces programmes-là. Surveillance, l'encadrement sans prendre en compte le genre dans la région de l'Est Afrique, Ghana, Rwanda. Et l'encadrement précis avait des endroits de concentration, exécution, mentorat, capacité, renforcement. Alors, l'engagement et un besoin pour la contrôle de qualité et une amélioration en ce domaine. Alors, cet encadrement a été approuvé par l'Organisation de l'Est Afrique, car elle rassemblait tous les acteurs. Alors voici donc mon discours d'ascenseur, mon elevator pitch. Voilà, dans les portes de l'ascenseur s'ouvrent et alors c'est très important le travail que vous avez fait par rapport à la surveillance et l'encadrement des mentorats des femmes. Félicitations à vous pour le travail que vous avez fait. Dominica, c'est à vous. Merci, Anassa. Bonjour tout le monde. Notre étude portait sur les universités où les femmes assistent en Afrique. Donc, de construire des ponts avec les femmes en études de sciences au niveau universitaire à Zimbabwe et de améliorer alors la qualité de l'enseignement à travers tous les secteurs. 99, ce secteur, alors le gouvernement du Zimbabwe avait pris action et la politique voulait dire que les femmes allaient pouvoir donc être acceptées dans les universités africaines avec 2 points de moins que leurs homologues hommes. Donc en termes et cela a aidé donc à égaliser dans le secteur de sciences pour l'égalité des genres. Ce mécanisme a été établi alors maintenant pour adresser les disparités entre l'éducation des genres. Il n'y avait pas eu d'études compréhensives avant qui avaient alors enregistré les succès qu'ont eu
ces universités, les développements, les actions qui ont été prises à ce sujet. Donc, nous avons pu comprendre les succès et les enjeux aussi qu'ont rencontré les universités lorsqu'ils livraient cette éducation. Pour générer ces données, la méthodologie était une évaluation compréhensive des institutions sur l'analyse des genres. La culture organisationnelle en regardant les femmes dans des positions de leadership, alors, et ça à travers les différents départements. Capacité de l'effectif d'incorporer les genres, les politiques, s'ils existaient, pour promouvoir l'égalité des genres. L'architecture de l'organisation. Il y avait des politiques d'égalité de genre au niveau de l'organisation. Budget par rapport au genre, l'équipement, la technologie, au niveau de la structure, et inclut même les services par rapport au genre. Et ça dans les disciplines de STEAM. On a donc regardé l'institution pour voir s'il y avait, alors, à travers les disciplines, cette promotion de l'égalité des genres. On a vu qu'il manquait une réponse donc à cet enjeu. Lorsqu'on a mené notre analyse de l'infrastructure, de l'équipement et de la technologie, alors que dont se servaient les étudiants et plus particulièrement ceux qui sont en études STEAM. On a aussi parlé avec les diplômés du secteur de l'éducation au Zimbabwe et de la pédagogie. L'université, à ce moment, ne répondait pas aux besoins des femmes donc, dans ces domaines. Maintenant, dans les sciences, les femmes trouvaient que c'était compliqué de bien performer, de naviguer le programme. Ce qu'elles nous ont dit, c'est que étant donné leur expérience comme femme, d'avoir travaillé dans ce programme d'animal science, de n'avoir que travaillé avec des petits animaux, ils travaillaient dans le programme avec de grands animaux. Ils ont trouvé ça très difficile de naviguer ce terrain. Les animaux eux-mêmes, l'équipement aussi qui soutenait dans l'éducation dans cet endroit. Alors, on a compris que c'était important pour les universités d'être responsives au genre et de prendre en compte les femmes qui n'avaient pas donc d'expérience avec ces genres de travail avec des grands animaux et que la technologie y soit à l'appui. Les politiques, voilà, donc il y avait une chose que nous avons retenue et sur laquelle nous travaillons aujourd'hui afin d'assurer que nous avançons. Deuxièmement, il y avait un enjeu sur les institutions en soi, qu'ils doivent se mettre d'accord que les enjeux de genre ne commencent et ne se terminent pas au niveau de l'université.
ils commencent avant et puis ils vont au-delà lors de l'industrie professionnelle. Alors, il faut l'avancement plutôt des enjeux de genre ne devrait pas que être la responsabilité des universités, mais de tout le monde dans la société. Et alors, cette conclusion, nous l'avons constatée lorsqu'on regardait qu'il y avait beaucoup de stéréotypes sur les gens lors du choix de sujets d'études. Au niveau du collège et du lycée, dans les industries, dans les commerces. Et autant que l'équipement, l'infrastructure et l'environnement de travail ne soutient pas alors les femmes diplômées, eh bien ça restera, il resterait donc une lacune et que les femmes dans les études de STEAM continueront à avoir un manque du soutien, ce qui affectera donc le pipeline de talent féminin qui sortira de ces écoles-là. Il faut donc aborder ce sujet d'équité dans l'éducation STEAM. Voilà quelques-uns des choses que nous avons retirées de notre étude cas. Merci. Et je pense que le système d'écosystème que vous avez mentionné, alors, on va pouvoir en parler lors de la période question. Et elle durera 30 minutes. Si l'on a le temps, on prendrait des questions de ceux qui sont ici parmi nous. Vous avez parlé des parties de l'entraînement à Usana. Vous avez parlé de l'apprentissage expérientiel qui peut être important pour retirer les barrières de l'éducation. Pouvez-vous nous parler un peu de comment ça marche? Oui, merci pour votre question. Bien sûr. Ici ou dans différents pays en voie de développement, il y a un manque de confiance de la part de femmes. Et puis, ce ressentiment, donc on le voit dans le champ et sur le terrain. Alors, ces stéréotypes, nous trouvons et nous entendons souvent que ce sont des métiers que doivent faire que les hommes, mais on doit se questionner sur qui est en charge des technologies. Et il y a cet engagement au niveau rural. Et quand les chercheurs voient que les femmes prennent des positions de leadership, eh bien, ils comprennent, ils voient que ça marche. Quand les femmes voient que d'autres femmes prennent des positions de leadership, ils cassent leur idée que ça ne doit que être des hommes. Et elles se disent, moi aussi, je devrais faire ça. Moi, je veux être la prochaine scientifique de Colombie. Et les femmes sont capables. C'est formidable, c'est inspirant même. Alors, pour prendre la balle au rebond, on parlait de sciences animales et le travail qui est nécessaire en réponse au genre. On parlait de travail avec des animaux, donc des bétails plutôt, et les bestiaux. Pouvez-vous nous parler davantage de ce qui a marché dans cette étude? Merci, NASA. Donc, dans cette étude en particulier, il y avait alors une grande majorité d'hommes dans ce programme de bestiaux. Et en fait, on voulait
recherché pourquoi il y avait si peu de femmes. Et au fait, c'est que c'était compliqué pour les femmes de gérer les équipements lourds. Équipements qui figuraient dans l'étude. Alors, on voulait comprendre pourquoi c'était compliqué. Et puis, elles nous ont dit que dans l'environnement là où ils ont grandi, les femmes n'étaient pas encouragées de euh, faire de la musculation. Et donc, elles trouvaient que c'était compliqué de travailler dans les sciences des animaux pour cette raison. L'haltérophilie. L'autre raison, dans cette discipline des animaux, elles nous ont assuré, ce qui leur contraignait, c'était par rapport à travers cet équipement, c'est qu'il existait des stéréotypes. Une fois qu'on est accepté dans un programme de sciences, qu'on commence à travailler avec l'équipement et les grands bestiaux, eh bien là existe encore au niveau de la société et des attentes sociétales du rôle de la femme. Alors, on voyait que les femmes, suite à ces stéréotypes, évitaient alors ce secteur. Voilà donc l'importance de équipement qui peut rencontrer les besoins de genre et ainsi aider les femmes à travailler dans ce secteur. Et j'espère que ça répond à votre question. Merci. Alors oui, vous avez mentionné plusieurs aspects au fait. D'abord, euh, être approprié, donner la réponse, mais l'autre, c'est alors juste la notion sociétale et perception de la société que les femmes ne sont pas capables par rapport aux études STEAM. Dominica, comment est-ce qu'on peut faire pour changer cette perception au niveau de la société? Est-ce qu'on peut percer là-dedans, s'il vous plaît? Je demanderai peut-être à vous qui n'avez pas encore eu l'opportunité de parler. Ou c'est que c'est compliqué, compliqué. De mon point de vue, avec le travail qu'on a fait avec les différents acteurs, la sensibilisation manque. Beaucoup, on pourrait s'en servir beaucoup et nous devons mener à un changement. On doit alors développer de différents politiques et de juste des changements de manière générale, de se demander est-ce que nous investissons suffisamment dans l'égalité des genres? Est-ce qu'on investit suffisamment au niveau de l'université, ou de l'environnement, le gouvernement? Ou est-ce que on en parle, on soulève l'enjeu, mais on fait rien par la suite? Il faut qu'on se demande comment est-ce qu'on peut surveiller les changements auxquels nous attendons afin de nous assurer que nous pouvons suivre les changements qui s'entameront. Merci. Super. Je voulais vous parler de programme de mentorat. Dominica, est-ce que vous vouliez répondre aussi à la question plus large des perceptions et des stéréotypes sociétals par rapport à l'égalité des femmes? Oui, je suis d'accord avec mes collègues. Je pense aussi qu'au niveau de l'organisation, c'est très important. Les politiques, des fois, peuvent être affectées par la perception. Il faut qu'il y ait un environnement et des politiques de égalité de genre, un soutien, des initiatives qui soutiendront donc ces objectifs de changement. Oui, NASA, ces normes, changer ces normes alors.
il faut changer les attitudes, il faut prendre une approche alors qui prend en compte tous les actionnaires. Et ça ne porte pas que sur le changement des normes de genre, mais aussi les pipelines de nouveaux talents féminins. Nous faisons face à donc des comportements qui se sont développés au fil du temps. La réponse, c'est une intervention à long terme. Plusieurs actionnaires, incluant les institutions qui doivent renforcer alors ces nouveaux normes sociétales et de l'égalité de genre. Voilà donc ce qui nous aideront à aborder ces problématiques. Revenons maintenant à l'encadrement de mentorat et de surveillance dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a des aspects de vos recherches que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez élaborer? Qu'est-ce qui manque comme soutien pour qu'on ait un meilleur mentorat? Merci. Alors, quelques aspects. Quelle est l'attitude que nous avons avec les différents superviseurs? À savoir qu'il y a des superviseurs masculins et féminins. Ce que nous avons vu, c'est que ce n'était pas un gros enjeu, au fait, le genre du superviseur, mais plutôt, est-ce qu'il pouvait comprendre, avoir de l'empathie pour les différents individus, le protéger. Alors comment est-ce qu'on bâtit la capacité du superviseur? Toute l'idée alors, c'est que le protégé développe et que cette relation est donc très importante. Il faut que le mentor soit en position d'aborder un sujet que le protégé puisse soulever, pourrait demander. Est-ce que le superviseur comprend les besoins et la perspective des femmes? Et est-ce qu'il peut ou elle peut mettre en œuvre des actions qui pourront alors bâtir sur les compétences de la femme et lui permettre de grandir dans son expérience? Qu'est-ce que vous avez vu au sujet de la supervision? Est-ce qu'il y a des choses qui impactent, donc la supervision ou d'autres solutions qu'elle n'aura pas, pensées? Oui, merci. Je pense qu'il faut, surveiller les initiatives. Il y a des projets d'initiatives de genre, mais quels sont les vrais objectifs? Quels sont les jalons? C'est important de considérer qu'est-ce que ça change et de prendre la bonne direction. Combien de femmes est-ce que ils touchent? Ces programmes doivent développer les talents des femmes. Alors nous devons avoir une surveillance sur quel type de projet et aussi avoir des rapports du terrain. Alors,
comment est-ce qu'on peut vraiment mieux surveiller? Moi, je pense pas que ça doit être un rapport final à la fin, mais plutôt une surveillance continue. Alors, peut-être qu'au fur et à mesure, c'est important de modifier les objectifs et une surveillance en continu. Merci. Moi, je dirais, par rapport à la supervision, ce n'est pas que de se concentrer sur le côté technique, mais le côté social. Ils sont primordiaux. On ne doit pas que nous concentrer sur le fait que l'étudiante comprend la science et les différents concepts qui sont enseignés, mais quels sont les enjeux sociétals que fait face cet individu? Il faut aborder ces enjeux sociaux auxquels font face les femmes et les filles en sciences. Alors voilà ce sur quoi la supervision pourrait aider. Merci Nessa. Oui, j'aimerais qu'on perce un peu plus sur l'aspect social. Euh, Avant, par contre, j'aimerais vous demander une question par rapport à l'inclusion. Vous savez, ici, au Canada, nous avons une population d'Autochtones. Comment est-ce que vous œuvrez dans vos pays à l'inclusion et particulièrement dans les endroits ruraux ou dans les communautés autochtones chez vous? T'es en sourdine. Désolé. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Ah, un interprète s'excuse. En Colombie, alors, la population de autochtones est au fait très élevée. Que pouvons-nous faire pour aborder le sujet de l'inclusivité et d'être plus inclusif? Quelle approche pouvons-nous prendre à propos même des femmes ruraux, autochtones, pour, l- pour les soutenir dans les études STIM? Merci. Oui, nous avons en effet une population diverse. Les autochtones, alors, ont des enjeux encore différents au niveau du genre que d'autres populations dans la nation. Alors, d'après moi, ce qui serait bien, c'est de être à l'écoute, de comprendre ce qu'elles ont besoin. Euh, il existe des initiatives dans l'environnement, par exemple. Et l'émancipation des femmes est un enjeu important. Alors d'abord, nous devons analyser ce qu'elles auront besoin, tout en respectant leur culture, bien sûr, et de prendre en compte, d'incorporer alors les connaissances avec lesquelles ils arrivent en amont. Et la chose la plus importante que je pense, c'est la I know, I love that answer. La réponse. C'est mieux d'arriver, de proposer plutôt que de juste d'imposer des solutions. Donc, il est 9 heures et vous avez un peu parlé sur l'approche systémique et adressé aussi les politiques. Commençons avec la question de la politique. Quelle sorte de politique avons-nous besoin dans les institutions d'éducation pour faire avancer l'égalité des sexes, l'égalité des genres?
On parle des différents, des besoins particuliers des femmes. Par exemple, au niveau des soins de la santé. Des fois, vous parlez beaucoup de l'i- l'idéal. Euh, J'aimerais parler un peu de ça. Quel genre de politique avez-vous vu dans les institutions qui vont aider et quoi de plus avons-nous besoin de faire? Et je vais demander à Dominica sur celle-ci, cette question. Est-ce que tu peux répéter la question? Ben, la question, c'était quel type de politique que nous avons besoin dans les institutions, dans les établissements d'enseignement qui vont faire avancer l'égalité des genres? Oui, merci Nasser. Euh, il y a beaucoup de politiques en fait, mais la plus majorité d'entre elles sont embrassées dans des genres spécifiques. On avait besoin des politiques de ce genre pour aider avec, par exemple, les infrastructures, la pédagogie de genre, les femmes dans le leadership, les modèles également, les mentors. Donc, ce serait vraiment une aide d'avoir des politiques comme ça. Mais aussi au niveau de la culture, il faut s'assurer que il faut par exemple avoir des politiques de lutte contre le harcèlement sexuel. Et j'aimerais aussi souligner l'existence de ces politiques n'est pas suffisant. Ce qu'on a besoin aussi, c'est s'assurer que les choses se font par les parties prenantes également. Ils sont conscients des dispositions, des politiques qui doivent être mises en œuvre et donc ils doivent être appliquées. Donc la mise en œuvre de ces politiques, si elles existent, il faut s'assurer que ça ajoute de la valeur. Mais il faut s'assurer que les institutions sont sensibles aux gens. Merci. Tu as parlé de quelque chose de très important, qui est un gros problème, que ce soit au nord ou au sud. Et donc, je vais demander à Flora et Paola maintenant de parler de ça aussi. Euh, lo- dans un environnement où les femmes se sentent en sécurité et à l'aise de faire le travail, incluant, par exemple, avoir des politiques anti-harcèlement sexuel. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être parler de votre expérience sur ce sujet? Inaudible. L'audio est très mauvais. Par exemple, on parle de la sélection des étudiants. Il faut avoir une égalité à ce niveau-là, là, sur la sélection des étudiants. Ou si par exemple c'est un pourcentage de 60-40, 60%, 40%, euh, s'assurer qu'il y ait un certain pourcentage de ce groupe qui ait accès à l'éducation. Mais, mais je peux donner un exemple inaudible. Mais par exemple, des fois, pour avoir accès à un atelier, la femme doit avoir d'autres ressources inaudibles. Mais en plus de ça, si la femme a, par exemple, elle est en période elle est en grossesse, ça devrait pas les empêcher de finir leur programme non plus. Ou on devrait aussi parler de l'âge, par exemple, dans la sélection. Parce que, et généralement, c'est entre 25 ans et 45 ans que on fait beaucoup d'activités, etc. On est occupé et souvent inaudible. Donc, c'est important de parler de l'âge dans l'âge auquel les étudiants peuvent être sélectionnés. Mais il faut permettre à la femme de progresser aussi dans sa carrière.
c'est quoi les modèles qu'on peut lui fournir pour qu'elle puisse avancer? Et comment on gère le fait que, je vais vous donner des exemples justement pendant la COVID, ça a été très impactant pour les femmes. On avait des programmes pour aider avec l'atténuation de l'inégalité des sexes. Inaudible. En fait, les femmes veulent savoir qu'elles seront soutenues dans leur rôle, dans leur carrière. Merci beaucoup. Merci de ta réponse. Tu as parlé de moyens concrets euh, dans lesquels les besoins des femmes peuvent être soutenus. Paola, est-ce que tu voudrais peut-être répondre à ça aussi en même temps, par rapport à qui a été dit avant, ou ce que tu voudrais ajouter en termes de politique pour aider les femmes? Oui, merci. Ben, je suis totalement d'accord avec mes collègues. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce que je trouve, c'est que parfois, ces, ces politiques dans les institutions sont orientées généralement vers la lutte contre le harcèlement sexuel. Et c'est pas généralement ce qu'on nous on propose, mais ce que moi je propose, c'est d'avoir d'autres aspects, d'avoir d'autres opportunités, par exemple des positions pour le leadership, avoir accès à des formations, avoir accès à des ressources, la sélection des étudiants, etc. Où et on doit couvrir tout ça. Et donc, je pense que c'est important de rendre les espaces inclusifs et avoir dans nos politiques, mais mettre en œuvre ces politiques. Et ces politiques doivent être supervisées et on doit mettre tout ce qu'on peut, euh, que ce soit dans les universités, on doit y avoir des protocoles, OK, pour la lutte contre le harcèlement, mais qu'en est-il des autres choses? On veut vraiment englober toute l'inégalité, les inégalités dans leur ensemble. Merci de votre exemple. En termes de inclusion dans la science, on a la lutte contre le harcèlement sexuel, euh, on a des budgets par rapport à ça, mais on parle aussi, par exemple, des soins qui sont très prononcés également. Et au-delà des femmes dans le STEM, je pense qu'on a le temps pour une question de plus. Je vais regarder si mes collègues m'ont envoyé la question. Je vais le lire pour les panélistes. C'est quoi, c'est quoi les infrastructures? À quoi ça ressemblerait un écosystème scientifique et d'infrastructures sociales sensibles au genre? En fait, ça touche un peu sur la question que j'avais posée tantôt. Mais c'est ça. Comment on fait ça? Est-ce qu'on aurait des parties prenantes impliquées? Comment on peut avoir une approche systémique pour s'assurer de la, la égalité des genres dans le STEM? Donc, on va pas tarder à conclure, fait que je vais vous demander d'être quand même concis dans vos réponses. Inaudible. En fait, on doit se demander qu'est-ce qu'on a comme infrastructure qui pourrait être cap qui pourrait nous aider à soutenir ce groupe spécifique. Est-ce qu'on a un plan? Est-ce qu'on est intentionnel?
Est-ce qu'on satisfait leurs besoins? À ce moment-là, on sera capable de soutenir la femme plus. Et on doit parler de leurs désirs aussi, par exemple, de, de- d'aller plus loin au niveau professionnel dans leur carrière, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on sera capable de répondre en termes de leur motivation, en termes de ressources, de leurs besoins, et aussi en termes de financement. Et qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme valeur dans le monde? Merci beaucoup, Dominica. Merci, Nasser. Moi, je dirais c'est que ce qu'on a besoin, c'est vraiment la valeur, un leadership basé sur les valeurs dans les institutions. Euh, donc, des leaders qui valorisent l'égalité des sexes en général, ça, c'est très important. Parce que sans une volonté politique, on ne peut pas parler d'institutions transformatrices en matière de genre. On a besoin de plus de soutien financier également. Donc, sans cette volonté politique, on a parlé de leadership aussi, on ne sera jamais capable de consacrer les ressources pour la transformation pour l'égalité des sexes. On a besoin d'infrastructures qui sont répondantes aux différents besoins uniques des femmes et étudiantes. Et parce que souvent, les besoins ne, ne demandent pas juste l'aide de l'université ou de l'institution, mais elles ont besoin de plus parfois. Donc, lorsqu'on a un leadership basé sur les valeurs euh, et d'avoir des institutions transformatrices pour les gens. Tu as dit quelque chose de très important, c'est un leadership basé sur la valeur. Mais comment est-ce qu'on crée ce leadership basé sur les valeurs? Ben, en fait, ça vient du fait qu'on apprécie. En fait, je vais plutôt répondre en donner un exemple. Par exemple, au Zimbabwe, où je suis, notre constitution, l'une des valeurs, c'est l'égalité. L'égalité des genres. Donc ça, c'est une valeur que je crois qui a été apportée dans la constitution par la majorité de la population. Et donc, ça veut dire qu'en termes de, de opérationnaliser ces valeurs, on devrait être capable de, d'opérationnaliser la Constitution dans nos institutions. Et ça devrait faire partie de notre culture et de nos valeurs. Donc, ça commence vraiment par le fait de s'assurer que les valeurs des institutions, euh, et de là, on éduque aussi la communauté, l'université, etc., sur les valeurs de la Constitution. Et donc, lorsqu'on institutionnalise ces valeurs, elles deviennent elles font partie de ce que nous faisons sur une base quotidienne. Et lorsqu'on parle des femmes en Afrique du Ouest, de l'Ouest, on a une stratégie de 2023 à 2027 pour l'égalité des sexes et l'égalité des genres. Et donc, ce sont des domaines clés dont on fait le suivi pour que si ça devient institutionnalisé. C'est pas juste laissé à un individu, mais c'est vraiment la responsabilité de chacun. Et la description des postes, etc., va inclure ce point, cette dimension particulière. Et c'est pour ça que je parle des institutions en tant que valeur. Et on doit faire le point sur le fait que c'est pas la responsabilité d'une seule personne, mais la responsabilité de tout le monde. Euh, Et on doit justement on en parle aussi dans nos rencontres pour que ça fasse partie de l'institution. So institutionalize. Merci, Dominica. Alors, d'institutionnaliser les valeurs dans les programmes STIM, vous parlez du fait que ce n'est pas que la responsabilité d'une seule personne, mais de tout le monde. Est-ce que vous pouvez rajouter qui est tout le monde? Qui sont les actionnaires? Et si vous voulez répondre par rapport à la question du système.
Non, ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Des fois, on parle de genre et vous allez à l'université ou autre et vous leur demandez qu'est-ce que vous faisiez à ce niveau-là et ils nous disent on a un bureau de genre. Ben, c'est pas qu'une seule personne, il faut que d'autres s'impliquent. Même des actionnaires externes qui travaillent avec nous. Je pense que pour moi, alors, ce serait un point. On parle du système, l'interdisciplinarité dans les sciences sociales, dans les sciences comme l'ingénierie, au-delà de l'école. Donc, on parle aussi d'internalisation, de réfléchir à qu'est-ce que nous pensons nous-mêmes. Nous, c'est possible que nous ne faisons pas que de l'ingénierie, mais de l'ingénierie sociale, si on prend ça, si on pense comme ça, et qu'on internalise ces valeurs au cœur, eh bien, ça pourrait aider. Superbe. Donc, juste avant de passer la parole à Anna pour le mot de clôture et sur des observations que vous auriez pu tirer de cet atelier, vous sur le panel, avez-vous des remarques de clôture, vous? Oui, merci. Pour moi, une des choses les plus importantes dans tout ce que nous faisons, c'est que nous rassemblons donc tous les actionnaires et qu'on soit clair sur nos attentes. Mais au-delà, on doit se demander comment abordons-nous les changements auxquels nous attendons. Peut-être que c'est au niveau régional et comment le transformer au niveau national. Alors, c'est possible que malheureusement, on ait créé et pensé à toute cette politique, mais que rien ne se passe. Donc, une action de bas en haut pourrait fonctionner. Merci, je dirais moi. En tant que enseignement supérieur et le développement des modules de genre pour nos étudiants, nous les avons enseignés par rapport aux enjeux de genre et d'autres sujets connexes, mais peut-être pas nos employés. Donc peut-être qu'on devrait avoir des obligations pour nos équipes, l'effectif, de suivre des formations de sensibilité au genre. Alors oui, on a certainement de l'enseignement de genre, mais par rapport à l'inclusivité, et puis la mobilisation, la sensibilisation, on pourrait, par exemple, entraîner nos effectifs. Et nos actionnaires à l'externe également, est-ce qu'ils travaillent de façon la plus efficace? Un renforcement de capacité, et pareil avec les effectifs enseignants et non enseignants au sujet de l'égalité des genres. Dernier commentaire de la panéliste. Oui, alors il semblerait qu'il y a une lacune dans les entreprises dans les pays en voie de développement et on pourrait se concentrer sur ces industries là où nous voyons que les femmes n'avancent pas, même s'ils sont diplômés dans les STEM. Je pense aussi que nous devrons pas relâcher. On voit que la route est longue, mais
qu'on doit, jour après jour, garder la morale car nous avançons vers notre objectif. Maintenant, Anna, Rich discussion. What are your thoughts? Thank you, Nasser. This was really merci Nasser. Excellent et vraiment un plaisir d'écouter. On est optimiste pour l'avenir. Du côté de l'UNESCO, moi, suite à ce que Flora nous a dit, au-delà d'une stratégie régionale, un encadrement même, c'est sûr qu'il faut avoir un encadrement mondial autour des institutions. Et cet appel à l'action que nous avons lancé il y a un an, par exemple, pour moi, c'était très intéressant dans ces discussions aujourd'hui. C'est les piliers, les appels à l'action que UNESCO fait dans ses consultations. On a surligné les stéréotypes, les pratiques sociétales, les changements institutionnels qui pourront être faits pour avancer cette idée d'égalité des genres. Et pour que les femmes puissent avancer dans leur carrière et se développer professionnellement le plus que possible dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Encore autre chose qui résonne avec nous, c'est que ça, c'est un enjeu qui n'est pas individuel, mais sociétal. Sociétal. Et il nous faut plus de femmes qui œuvrent à faire face à ces problèmes que nous rencontrons, de ramener leur perspective, leur vécu. Alors, c'est vraiment très important, comme on l'a dit, de ne pas relâcher et de continuer à sensibiliser, de continuer à expliquer pourquoi c'est important en mentionnant les différents domaines. Cette année, pour la Journée internationale des femmes dans les sciences et technologies, nous allons avoir un hashtag les femmes en sciences, Women in Science. Cela, on espère, va encore donc porter attention à la cause et servir d'engin de changement et attirera plus de femmes dans les sciences. Par rapport à la campagne, encore une fois, j'aimerais remercier la CRDI pour leur soutien. Et nous espérons que le rapport qui nous aide à publier serait clé et vraiment démontrera ce dont les femmes sont capables dans les sciences. Toute la rétroaction que nous recevons est incroyable, vraiment. Et l'expansion de cette campagne est significative. Ça nous aide à comprendre aussi que la communauté alors autour des femmes en sciences est énorme et soutient. Nous avons créé un autre groupe pour que les gens puissent échanger et s'informer. Nous avons d'autres groupes de travail qui sont accessibles à tous, toutes et à tous, qui parlent de casser les stéréotypes et les différents enseignements, les changements d'enseignement institutionnel, l'éducation. Alors, joignez-nous que vous voyez nos efforts au niveau, à l'échelle mondiale aussi.
Alors, il existe une volonté politique d'aborder ces enjeux, mais les stratégies, il faut les définir. Aujourd'hui, on n'a pas de façon de mesurer l'impact qu'ont les organisations. Alors, au niveau des différents postes, nous pouvons voir l'évolution, mais il reste à faire. Inaudit pour interprète. Inaudit pour interprète. Alors, un appel à l'action à tous de continuer avec vos formidables travail. Sachez que nous sommes très contents que nous avons cet espace pour partager ensemble. L'UNESCO travaille sur l'équité des genres. C'est une de nos priorités pour les femmes à travers les STEAM. Et l'avancement des femmes de manière générale. On vous encourage de continuer votre travail et d'œuvrer au changement pour que nous puissions tous avancer ensemble. Merci pour le modérateur, Nasra. Merci aux panélistes pour vos réponses vraiment très pertinentes, les actions que vous avez prises. Merci à vous. Merci, Anna. Et moi aussi, je voudrais partager juste le bonheur de travailler avec l'UNESCO et avec vous en particulier. Quelle formidable conversation. J'ai beaucoup appris. Comme vous avez dit, on a entendu des exemples concrets sur l'entraînement dans des endroits ruraux pour aider avec pour que les femmes puissent aider dans les industries écologiques, l'importance du mentorat, de la supervision, de le faire correctement, non seulement de réussir ses études, mais d'avoir un stage avant, de réussir ses audits également et de faire évoluer les politiques dans l'industrie à propos des femmes et de l'égalité des genres. Prendre une approche systématique et d'institutionnaliser ces changements au niveau de la société, c'était très important. Intéressant. Je vous rappelle qu'il y a un livre dans lequel figurera ces différents cas d'études. Puisque nous sommes, nous travaillons sur ce sujet de égalité des genres avec nos partenaires, des futurs investissements regarderont les murs à l'intersectionnalité de genre. Il y aurait des modèles pour les industries de sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, les différents parcours depuis la jeune enfance et les politiques d'inclusion des études STEAM pour les communautés marginalisées. Restez donc à l'afflux de ces différents ateliers qui s'en viennent. Je voudrais maintenant vous inviter à remercier les présentatrices Emma Colagana de l'UNESCO. Merci aux participants également de faire partie de cette
conversation. Restons optimistes et ensemble pour travailler sur tous ces enjeux qui nous touchent tous à l'avenir. Au revoir.